Coucou et bienvenue sur La Ruche, c'est Aimé et avec moi aujourd'hui on va discuter de ma première liste tyrannide que j'ai confectionnée à l'issue du Chapter Approve Arc of Amut. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement les tyrannides ont quand même pris une volée de nerfs assez important, tant sur les coups en poing que sur les mécaniques intrinsèques à l'armée. Je pense notamment au spam de Sportmine et au stratagème Overrun ou submergé qui permettait, je vous l'ai déjà expliqué, de faire du trade à 100% et ce qui donnait un énorme avantage aux tyrannides dans ce domaine-là de la létalité. Donc déjà, la première chose, c'est que je me suis dit, ok, là, ça révolutionne clairement le jeu tyrannide. On avait avant une armée qui était vraiment létale sur 3 phases, de manière correcte, sur la phase de corps à corps, la phase de magie et la phase de tir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les coûts en points ayant augmenté, votre budget pour arriver à 2000 points est beaucoup plus restreint, et donc vous allez devoir faire des choix. Et en faisant des choix, ça va conditionner votre manière de jouer. Est-ce que vous allez plutôt jouer une armée magie ou plutôt une armée de tir, voire même de corps à corps? Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'essayer de garder une certaine polyvalence. Alors, vous allez le voir à travers la liste que je vais vous présenter. C'est une polyvalence qui est nettement affaiblie par rapport à avant. Un simple exemple, avant la phase de tir, j'avais une cinquantaine de tirs, force 5, PA-2. Aujourd'hui, j'en ai une cinquantaine, force 4, 100 PA. Donc ça va forcément faire moins bien. Mais je vais vous expliquer donc dans un premier temps la construction macro de cette liste, pourquoi je suis parti là-dessus. Puis on va ensuite enchaîner les unités les unes après les autres et je vous expliquerai les choix que j'ai faits, pourquoi il y a cette unité-là, pourquoi il y a cette option, etc. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai fait le choix de partir sur la flotte ruche Behemoth. C'est la flotte ruche que je jouais depuis le nerf Léviathan, à savoir la transhumane à Calpus qui était beaucoup plus restreinte. Alors je suis parti sur cette flotte ruche parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir un sort qui donne un +1 à la blessure, combiné au fait que toute l'infanterie, enfin toutes les monstres, toutes les figurines vont avoir +1 en force au premier tour de corps à corps. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que l'on soit chargé, que l'on est chargé ou qu'on fait une intervention héroïque. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on en reparlera. Ça permet d'atteindre des caps de dégâts et de létalité assez importants sur à peu près n'importe quelle figurine de l'armée. Vous allez voir, un prince qui a +1 en force, c'est pas tout à fait inintéressant, de même que pour le Broodlord ou les guerriers. Donc voilà. Ensuite, j'aime beaucoup Behemoth parce qu'il y a la possibilité d'avoir l'adaptation camouflage naturel qui vous octroie un couvert additionnel quand vous bénéficiez d'un couvert par un décor. J'insiste, il ne faut pas juste être à couvert, il faut que ce soit un décor qui vous donne un couvert pour que celui-ci soit amélioré de 1. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que vous allez le voir dans ma liste, il n'y a plus de zoanthrope, donc il n'y a plus l'impératif d'invulnérable, donc je joue avec une armée qui a quasiment plus d'invus. Donc c'est important pour moi d'avoir une certaine résistance sur la saturation à faible PA pour que j'évite de perdre mes figurines trop facilement sur celle-ci. Et ensuite, l'autre outil de Behemoth que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir taper en mourant avec toutes les unités d'infanterie, parce que je trouve ça extrêmement important. Notamment les Ormagones qui ont accès à ce stratagème pour seulement un PC, et je trouve que ça combine très bien pour ce genre d'unité très rapide qui va pouvoir cercueil les unités, du coup les bloquer au corps à corps, et quand d'autres unités viendront aider leurs copains encerclés par les Ormagones, ceux-là se font taper parce que les Ormagones qui vont mourir vont taper quand même. Donc je trouve que c'est assez intéressant, Behemoth. J'aime beaucoup. Il y a quelques listes en tout cas qui tournent. Il y a 2-3 options qui semblent se dégager à l'issue de ce chapter approve. Ça serait une liste Behemoth un peu comme la mienne. Moi, je dis ça, forcément, c'est moi qui ai créé cette liste, donc je ne vais pas dire que c'est pas un concept. Donc c'est mon concept. Ensuite, il va y avoir le concept basé un petit peu sur les monstres. Super OP, beaucoup de monstres super OP qui vont, entre guillemets, nuller le primaire adverse. Et des listes Gorgons. Les listes Gorgons, ce sont celles où vous allez avoir beaucoup de packs d'Ormagones avec des sacs à toxines qui vont avoir des facultés de blesser très facilement tout ce qui n'est pas véhicule. Voilà, moi j'ai fait le choix de préférer la létalité pure de Behemoth avec +1 force, +1 blesse, plutôt que cette possibilité de blesser sur la touche. Voilà, c'est un choix personnel.
Je vous ai expliqué pourquoi, parce que je préfère tout simplement ne pas être dépendant de stratagèmes pour ma létalité, et surtout, c'est embêtant parce que si vous jouez sur des armées comme de l'ICA ou des choses comme ça, vous allez avoir toutes les peines du monde à vous débarrasser des véhicules avec des Ormagotes. Donc moi j'aime bien un peu la variété d'avoir plusieurs types de létalité, on va le voir dans ma liste. J'ai plusieurs unités qui peuvent s'attaquer plus ou moins au châssis adverse avec une efficacité accrue en fonction de l'unité que j'envoie. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de la structure générale de l'armée, on va passer aux datasheets qui y sont insérés. On va commencer par un prince à pied. Alors pourquoi un prince à pied? Là aujourd'hui, le prince volant, moi je considère qu'il n'est plus trop jouable, tout simplement parce qu'en fait, il vaut 230 points et intrinsèquement, il aura beaucoup de mal à tuer des unités à 230 points en une phase de corps à corps. Faut savoir qu'il a que 5 attaques, donc quand bien même ces attaques fassent des mortels, font des choses en plus, vous allez quand même pas pouvoir tuer des unités à 400-500 points comme ça. Donc le prince va avoir un effet de seuil, ce qui est normal, qui fait qu'il ne pourra à mon avis pas se rentabiliser en une seule charge. Et le problème, c'est que du coup, en termes de trade, vous allez engager une ressource à 230 points pour en retirer 180 ou 200 à votre adversaire, ce qui sera juste finalement suffisant, mais derrière, il va mourir. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ce prince-là vous débloque les impératifs, etc. Donc le perdre, c'est quand même un peu gênant. Moi, j'ai fait le choix du prince à pied parce qu'on peut l'équiper à la fois du faucheur d'Obliterax qui est clairement extraordinaire comme relique. Moi, j'aime beaucoup cette relique. Ça permet au prince de se débarrasser d'à peu près n'importe quoi au corps à corps et de garder donc une létalité tout à fait correcte au close. Et en plus de ça, à pied, il a 2 autres petits bras de libre qu'il utilise pour porter un canon venin lourd. Le canon venin lourd, je le trouve vraiment très bien sur le prince à pied parce qu'en fait, ça va vous permettre de ne pas avoir à être tenté d'envoyer de manière trop anticipée votre prince au corps à corps en me disant merde, j'ai 300 points dans mon armée qui ne servent à rien, je peux pas les utiliser parce que si je les utilise, je vais l'utiliser et il va mourir. Là, votre prince à pied, vous pouvez rester à portée de vos gardes du corps, tirer, faire votre magie tranquillement et être relativement tranquille. Et enfin, en deuxième partie de partie, à partir du tour 3 au tour 4, vous allez pouvoir rentrer dans l'adversaire et lui faire du dégât. Donc c'est pour ça que j'aime bien le prince à pied. Il faut aussi ne pas sous-estimer du tout sa faculté de résistance avec sa sauvegarde à 2+, et avec son endurance 8 qui le place quand même un petit peu mieux en termes de résistance qu'un prince volant. Ensuite, j'ai fait le choix d'un génocrate, donc un Broodlord. Pourquoi? Alors, je ne joue pas de 2 princes. Il y a beaucoup de gens qui se sont enflammés pour les 2 princes. Moi-même, au début, j'étais parti sur 2 princes. Et finalement, j'en suis revenu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un prince que vous insérez dans un deuxième prince va vous coûter 1 PC. Et que très objectivement, un prince qui n'a pas de relique, pas de trait de seigneur de terre, est quand même pas quelque chose d'extraordinaire en termes de dégâts. Je trouve que le prince avec l'Obliterax est absolument génial. En revanche, un prince avec juste ses armes de base, sans relique, sans rien, c'est quand même un petit peu léger. Donc j'en suis revenu et j'ai préféré remplacer ce second prince par un génocrate qui me permet de faire les actions psy relativement facilement, qui n'est porteur d'aucun bonus général à l'armée, c'est-à-dire qu'il va juste apporter son plus 1 PA sur les 6 à la blessure, ce qui n'est pas franchement un buff extraordinaire, mais il va pouvoir potentiellement s'exposer un peu plus pour faire de la létalité. Et c'est la raison pour laquelle, vu que j'avais des PC en plus possibles, je lui ai mis le trait Behemoth qui lui donne un plus 1 dégâts au corps à corps. Donc mon Broodlord va avoir quand même 6 attaques de dégâts 3 à force 6, plus un bless possible et full reroll des blesses. Honnêtement, ça en fait un adversaire tout à fait respectable. Et quand vous faites globalement une statistique, vous arrivez à peu de choses près à la même létalité qu'un prince à pied au corps à corps. Donc c'est la raison pour laquelle je suis resté sur ce génocrate qui m'apporte en plus son impératif que je trouve vraiment très bon. Donc ça marche plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fait le choix, qui est un petit peu un choix peu commun, c'est de jouer 2 Neurodrop. Enfin, je ne sais pas si c'est peu commun, mais en tout cas c'est une adaptation que j'ai fait assez tardivement parce que je me suis aperçu que j'avais pas assez de slots de sorts et j'avais besoin d'avoir une létalité sur la phase de magie également, ce qui n'était pas le cas si je jouais que 3 personnages.
Donc j'ai un neurotrope de buff qui est complètement assigné au buff. Il a les sorts de buff, catalyseur, déferlante, et ensuite le trait de seigneur de guerre qui donne un +1 à la touche. Ce neurotrope là, c'est le buffer de l'armée. C'est la figurine qui sera sur mon objectif chez moi, qui ne devra pas mourir et qui devra rester toute la partie à portée synapse pour donner ses buffs. Le second neurotrope, lui, il est beaucoup plus dévolu à la létalité. Il a le parasite neural, le paroxysme, et donc il peut potentiellement balancer une petite 6-8 BM aux armées un petit peu populeuses, ou alors faire ses 4 BM pour un PC avec le hurlement psy que je pourrais lui donner. Et le smite. Donc voilà. Donc en fait là je retrouve une certaine létalité sur la phase de magie, avec la possibilité de lancer entre 6 8 BM de manière assez fiable. Et en plus de ça, ce que je jouais avant, c'est que je jouais un seul neurotrope qui donnait son buff de cast à 3d6 à 2 unités, à lui-même en général et au prince. Là désormais, je n'ai pas besoin de payer ce PC pour avoir un trait de seigneur de guerre en plus. Donc j'ai mes 2 neurotropes qui me permettent de retrouver cette double utilisation des castes à 3D. Donc ça me permet de fiabiliser ma phase de magie, que ce soit pour lancer des sorts à 7 ou bien pour lancer une interromentale ou un warp rituel à portée de dispel. Donc voilà pour les QG. Je pense que je suis arrivé à quelque chose d'assez abouti là. J'ai fait plusieurs parties avec cette liste-là. Je trouve que ça donne quand même une vraie flexibilité et une vraie source de létalité sur la phase de magie, ce que je n'arrivais pas à avoir auparavant, parce que je n'avais pas de zoanthrope, donc pas de BM pur et dur, mais j'étais un petit peu bloqué parce que j'avais pas assez de slots de sorts pour pouvoir à la fois buffer mon armée dans toutes circonstances et à la fois garder cette aptitude à donner de la BM. Au niveau des troupes, je vais le dire à chaque vidéo, mais j'adore les guerriers et je pense que je ne ferai jamais une seule armée tyrannide sans guerriers. Alors, les guerriers tyrannides ont pris vraiment tarif, il faut le reconnaître, parce que maintenant, la figurine à 30 points, avec son équipement de base, c'est quand même très cher pour ce que ça fait, il faut bien le reconnaître. En revanche, ils apportent un impératif qui est très intéressant, et ils apportent aussi des relais synapses. Et c'est en ça que je trouve qu'ils sont vraiment irremplaçables. Alors évidemment, s'ils coûtaient 50 points, je me reposerai la question, mais je trouve qu'à 30 points, ils restent intéressants. Et donc, je les ai équipés de la manière suivante. Je les équipe en serre perforante, qui leur donne en charge une force 8, PA-4, dégâts 1. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, au niveau du tir, je les ai mis en dévoreur avec un canon venin. Alors pourquoi j'ai fait ce choix ? Au début j'étais parti sur du full corps à corps, et en fait je me suis aperçu que c'était très gênant de devoir de ne pas pouvoir tuer les petites unités de 5 cultistes ou 10 cultistes qui sont finalement très faciles à tuer, mais au corps à corps il faut les charger, donc il faut s'exposer, etc. Donc avoir un petit peu de tir, c'est vraiment pas dégueu du tout. Pour déblayer la masse, je pense aussi que la méta va quand même s'orienter vers des armées peut-être un peu plus légères, un peu plus rapides, et donc avoir 20 tirs de force 4 sans PA, c'est pas parfaitement inintéressant pour déblayer de l'orc, pour déblayer de l'eldar, pour déblayer du démon par exemple, ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est pas inintéressant de jouer les dévoreurs. Le canon venin, c'est pour apporter un petit dégât 2, parce que vous allez voir dans la liste, il y a beaucoup d'occurrences de dégâts 4. Et donc c'est intéressant d'avoir un dégât 2 pour finir des petits véhicules Eldar comme les Vipers, ou alors tuer les poulets Admech qui ont 6 PV, enfin, ce genre de choses. Donc ça apporte quand même un apport léger en termes de létalité au tir. Et donc là, vous voyez, je vous en ai parlé au début de la vidéo, on était un peu parti sur une liste un petit peu polyvalente avec du corps à corps. Vous allez voir, au niveau de la liste, c'est quand même très orienté corps à corps, mais je garde des options de tir et des options de magie pour faire de la magie et du dégât de manière assez efficace. Ensuite, on en avait parlé, les Ormas, ils sont très bons, moi je trouve, désormais, parce que leur PA-1 n'est plus aussi inefficace que dans l'ère précédente avec l'Armure of Contempt. Donc là, on a vraiment une unité hyper véloce qui peut vraiment faire très mal au corps à corps quand elle est buffée. Faut savoir qu'un pack d'Ormagone full buffé, c'est 40 attaques, touche à 3+, reroll les 1, les 6 explosent, PA-1, potentiel PA-2, et plus un bless. Donc honnêtement, vous faites très très mal avec ça. Et le fait que vous pouvez bouger de 17 de manière fiable, ça vous donne une allonge quand même assez exceptionnelle pour aller menacer le primaire adverse ou ce genre de choses.
Pareil, ça va être un peu moins efficace sur les armures type Space Marine ou ce genre de choses, mais la saturation et le fait que vous avez un plus 1 DPA et parfois plus 1 bless, vous avez quand même une sacrée saturation qui fait que vous allez finir par déblayer ce qui va vous, ce sur quoi vous les avez envoyés. Ils ont également la bonne idée de faire un peeling à 6 pas, ce qui vous permet de verrouiller les unités au corps à corps, ce qui fait que quand vous allez charger et que vous n'allez pas tuer entièrement l'unité, vous pourrez cercueil, donc c'est-à-dire entourer les figurines restantes pour ne pas que l'adversaire puisse désengager. Et dans ce cas-là, votre adversaire ne pourra normalement pas vous tirer dessus, et donc vous serez tout à fait content d'être bloqué au corps à corps avec ces unités-là. Votre adversaire devra renvoyer des unités de corps à corps pour vous déblayer vos Ormagons, et à ce moment-là, pour un PC, vous taperez en mourant, et vous pourrez en fait doubler votre efficacité. C'est entre guillemets le combo que je cherche à exploiter en Behemoth, et ça a tendance à plutôt bien marcher. Voilà. Après, attention, parce que les Ormas, c'est endurance 3, ça sauvegarde à 5, c'est relativement fragile, et s'ils ne sont pas à portée synapse, vous allez vite avoir des tests de morale qui vont piquer. Dernière chose, sur les Ormas, il y a un stratagème qui permet de faire revenir à la vie des Ormagons, et donc, en général, vous en relevez 5, donc ça vous permet instantanément, pour un PC, de gagner 15 attaques. Donc franchement, c'est pas dégueu du tout, ça permet aussi de reprendre des primaires, parce que cette régénération se fait en phase de commandement, mais ça se fait avant de faire le scoring, ce qui veut dire que si vous n'êtes plus sur l'objectif, votre adversaire va faire son tour en ne pensant que vous n'y êtes plus, et vous, à votre phase de commandement, vous allez repop les Ormagons et les remettre sur l'objectif pour le récupérer. Ça peut faire des différences de 4-8 points parfois sur le scénario, donc c'est quand même assez important et assez structurant. Donc du coup, au niveau des élites, vous voyez, il n'y a plus de zoanthrope. Pourquoi ? Parce que je considère que cette unité est devenue trop chère pour son coût en points. Alors l'impératif était vraiment très bon, c'est peut-être ça le plus dommageable, parce qu'en fait la létalité, je vous en ai parlé dans les QG, mon Eurotrope BM a la faculté de faire à peu près autant de BM qu'un pack de zoanthrope, mais qui lui a l'avantage de ne pas être ciblable et a l'avantage de donner un cast à 3D à quelqu'un d'autre. Donc je trouve que c'est quand même relativement ok de les perdre sur l'aspect BM. Par contre, c'est plus gênant sur l'aspect impératif. Moi, j'ai fait le choix de me dire, bah tant pis, je joue sans l'impératif, mais bon, c'est gênant, on va pas se le mentir. Le fait de ne plus avoir d'invue, vos unités meurent quand même très vite au corps à corps désormais, donc c'est un petit peu gênant. Bon, en tout cas, moi j'ai fait le choix de ne plus jouer de zoanthrope. En revanche, je joue des choix d'élite. Les 4 tyrans de garde. Alors les tyrans de garde, bon, ils sont toujours obligatoires, parce qu'avec le prince, vous n'oubliez pas qu'il meurt. J'en ai mis un de plus par rapport à avant, parce qu'en fait, il me restait des points, et globalement, quand vous mettez 4 gardes tyranniques dans un décor, ils sont en 0+. Si vous leur mettez le film open en plus, il y a quand même très peu d'armées dans le jeu qui sont capables de tuer à la fois les gardes, et d'affaiblir ou de tuer votre prince derrière. Il y a quand même très peu d'armées qui sont capables de le faire, parce que les gardes tyrannies dans 0+, c'est extrêmement tanky, vraiment. Essayez. Moi je trouve que essayer, c'est de l'adopter, cette adaptation qui améliore le couvert, parce que ça donne vraiment une tankiness absolue à vos unités, et dans le cadre des figurines à sauvegarde à 2, c'est quand même extrêmement fort. Donc voilà, pour les gardes des ruches, les gardes du tyran, pardon. Moi je les ai équipés griffe serre, tout simplement parce que je trouve que l'épée d'os n'est pas très intéressante, parce que PA-1 seulement. Et en plus, quand vous jouez avec l'épée d'os, du coup vous n'avez plus accès aux griffes, donc vous perdez en plus 2 attaques. Je suis personnellement très déçu que les griffes tranchantes soient mal wordées, parce qu'en fait il faut en payer 2, donc il faut payer 20 points pour cette option, ce qui me paraît honnêtement délirant. Mais si c'était moins cher, je pense que j'y aurais réfléchi, parce qu'avoir des gardes du tyran qui tapaient à force 9, PA-3, dégâts 2, ça aurait été assez sexy. Mais donc là pour l'instant, moi je reste sur les serres et les griffes, que je trouve personnellement plutôt polyvalentes. Et de toute façon les gardes des ruches, on va pas se mentir, c'est quand même pas l'unité d'impact par excellence, c'est plutôt des accompagnants, donc leur option c'est plutôt ce qui coûte le moins cher, voilà, pour être clair. Ensuite, on a 2 packs de Genestealers. Alors les Genestealers sont vraiment pas mal du tout. En Behemoth, ils sont très bons, parce que du coup, ils ont PA-3, ils ont une force 5 de base, ils ont accès à un +1 bless.
Vous pouvez les déployer en infiltration, donc vous pouvez jouer des déploiements agressifs, comme ça si vous avez le tour 1, vous agressez tout de suite l'adversaire. Ou alors, sur des armées plus corps à corps, vous n'avez pas envie de donner vos unités et que ça serve de tremplin, vous pouvez parfaitement les déployer de manière excentrée de votre dispositif pour pouvoir commencer à faire des bannières, prendre un objectif avec seulement 80 points. Et la vue à 4 au corps à corps fait quand même quelques blagues des fois, parce que c'est pas totalement fait pour votre adversaire d'envoyer un perso et de tuer ces 5 Genestealers. Il faut juste faire, statistiquement, il faut faire 10 blessures pour les tuer. Donc c'est quand même pas dégueu en termes de résistance. Donc les Genestealers, moi je trouve qu'en Behemoth ils sont très cool. Surtout quand vous allez avoir moyen de les buffer avec des plus 1 touches, des plus 1, des relances D1, ce genre de choses. C'est une unité qui a un impact quand même relativement sérieux. Et avant, ils avaient un peu de mal sur la Armor of Contempt. Maintenant qu'elle ne l'est plus, leur PA-3 est vraiment très sexy. Et ça donne aussi une versatilité dans la létalité, comme vous le voyez. J'ai des Ormagaunt avec une énorme saturation de PA-1, une saturation plus légère avec les Genestealers à PA-3, et enfin une saturation sans PA avec les guerriers à travers le tir, et une saturation à PA-4 avec les guerriers. Donc ça me permet d'avoir plusieurs stades de perforation d'armure pour pouvoir employer mes unités contre ce qui est le plus sexy pour eux. Voilà, entre guillemets, si j'ai envie de taper de la sauvegarde à 2+, je vais prioriser l'envoi de Genestealers ou de guerriers plutôt que des Ormagaunt. Enfin, la Death Sleeper, alors ça, la mort bondissante, les gens qui me suivent savent que je joue depuis longtemps. C'est pareil, l'essayer c'est de l'adopter, je trouve que c'est une figurine qui est extraordinaire, parce que c'est une figurine qui vous permet plusieurs options de jeu. À mon sens, il y en a 3. La première, c'est la plus évidente, c'est le fait qu'il empêche l'utilisation des stratagèmes. C'est extrêmement fort, pourquoi ? Parce que quand vous avez des figurines à force 8 plus 1 bless, ce que vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre dans la figure, c'est une transhumane. Et ça peut être très intéressant d'envoyer le Death Sleeper juste dans une utilisation, de dire, bah non, mon gars, là j'ai force 5, j'ai PA-3, j'ai plus un bless, je vais le blesser à 2, et tu n'auras pas moyen d'empêcher ça. Et ça, c'est très fort. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, le fait qu'il puisse prendre des objectifs relativement seul dans la pampa, et sans être ciblé s'il bénéficie d'un couvert, c'est hyper intéressant stratégiquement. Ça vous permet, sur des armées de tir, d'obliger l'adversaire, pour vous déblayer de cet objet-là, d'avancer très fort vers vous, et donc de s'exposer à un retour de bâton qui peut être assez important. Enfin, la dernière utilisation stratégique de cette figurine, c'est qu'il peut être mis en FEP, et il peut, à la fin de chacun de vos tours, vous pouvez le renvoyer en réserve. Et bien ça permet typiquement de débloquer derrière des lignes ennemies. Typiquement, ce genre de secondaire, en fin de partie, ou dès le début de la partie, au tour 2, quand votre Death Sleeper, vous n'avez pas vraiment de stratagème qui vous contraint dans votre létalité, vous pouvez parfaitement l'utiliser en termes de scoring pour lever une bannière. Ensuite, vous le renvoyez en FEP. Puis il arrive chez l'adversaire, il fait ses 3 points. Voilà. Et en plus de ça, il a quand même 7 attaques qui touchent à 2 de force 8, PA-3, dégâts 2, ce qui en fait une létalité pas du tout déconnante, et je trouve qu'il complète bien les guerriers. Parce que les guerriers qui ont un peu de mal maintenant avec leurs dégâts que 1, et ben avoir un Death Sleeper qui peut soutenir les guerriers, ça a quand même tendance à faire craquer en général ce qui aurait eu tendance à résister avec seulement 5 guerriers. Donc voilà, pour ce qui est de mes choix élites, globalement, c'est vraiment les 3 unités qui me paraissent vraiment structurantes dans l'armée, au regard de leur vertu tactique pour ce qui est des Stealers, la mort bondissante, et les gardes pour ce qui est respectivement de la protection, de l'agression en début de partie, ou de la valeur ou de la plus-value tactique en cours de partie avec le Death Sleeper. Enfin, on va passer au choix de soutien. Donc c'est relativement peu original, c'est 2 Carnifex. Clairement, j'aime beaucoup les Carnifex parce que avec une sauvegarde à 2+, j'aurais payé l'équipement pour qu'ils aient une 1+, grâce à un couvert, donc ils ont une 1+ de sauvegarde tout le temps, qui peut se cumuler avec, dans le cas d'un gain d'un couvert dense, passer à une 0+. Donc là, honnêtement, quand on a une 0+, même les fuseurs, on commence à se dire, bon, c'est pas si grave que ça. Et le fait qu'on a en plus un -1 dégâts, ça rend cette figurine vraiment très très surprenante en termes de résistance. Sur le nombre de parties que j'ai faites, c'est très rare qu'ils soient morts. C'est vraiment très rare qu'ils soient morts, parce que souvent ils sont soit chez moi,
en contre-close, en repoussoir, soit en agression. Et alors, à ce moment-là, il peut arriver qu'il meure. Mais en tout cas, l'adversaire va mettre vraiment beaucoup de ressources dessus. Et ça va plutôt être de la ressource au corps à corps. Parce qu'au tir, ça va vraiment être très très long de les tuer au tir. Parce que sauvegarde à 1+, en gros, vous avez une invue à 4 tout le temps. Au niveau de l'équipement, ils ont le sens accru tous les deux pour pouvoir toucher à 3+, avec leur canon venin. Du coup, ma liste a 9 tirs de canon venin. Donc ça donne quand même une certaine létalité anti-char. Le canon venin, c'est quand même force 9, PA-3, dégâts 4. Ils sont corps, les Carnifex, donc ils peuvent parfaitement avoir des bonus type relance D1 ou plus 1 touche. Donc ça en fait des figurines vraiment pas dégueu du tout. Il y en a un qui a les munitions voraces, qui permet de, quand vous avez touché, de faire D3 mortels en plus sur un 2+. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un petit apport de létalité. Et ça permet aussi à ce Carnifex de ne pas être complètement déconnant sur la masse, parce que vous allez toucher une fois et vous allez mettre 2 mortels, donc vous allez assez stablement tuer 3-4 figurines avec, à 1 PV j'entends. Donc c'est plutôt sympa. Et l'autre, il a la masse d'os, alors il me restait 5 points, donc je lui ai mis la masse d'os, ce qui rajoute finalement une attaque de force 8, PA-2, dégâts 2. Donc c'est pas dégueu, ça rajoute une petite attaque pour 5 points. Je préférais mettre ça que des sacs à toxines que j'oublie systématiquement quand je les mets sur mon prince. Voilà. Sachant que cette option-là, elle peut se décliner en ayant des défenses pour que vos Carnifex fassent plutôt 3 mortels au moment de l'impact plutôt que des 3, ou avoir un +1 PA. Enfin voilà. Disons que c'est un équipement à 5 points qui complète ma liste pour atteindre 2000 points. Il n'y a rien de structurant là-dedans, mais je trouve que la masse d'os, c'est pas dégueu parce que ça rajoute un dégât 2. Donc c'est intéressant sur un Carnifex qui va du coup faire 8 attaques en charge, 7 à dégâts 3 et 1 à dégâts 2. Voilà, donc en gros, vous avez la liste. C'est une liste qui se veut un petit peu polyvalente, qui a des appétences assez bonnes en termes de clause, et qui est loin d'être déconnante en magie et en tir. Voilà, en gros, ça c'était un peu le but de la liste, c'est d'avoir un énorme point fort sur le corps à corps et des points d'appui avec la magie et avec le tir. Je me suis évertué à essayer de limiter les secondaires que je donnais à l'adversaire. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tyrannide, ça va commencer à être compliqué. Donc désormais, il faut vraiment s'astreindre à éviter de donner des points facilement à son adversaire. Donc je donne que 4 points de tuer les monstres, ce qui est très peu, donc l'adversaire ne le prendra jamais. L'assassinat, je donne 16 points. Alors c'est beaucoup, mais this is a traps. Parce que forcément, quand vous voyez mes personnages, en fait, il n'y en a que 2 qui vont encore à corps, le Broodlord et le Prince. Sachant que le Prince est écranté, les 2 Neurotropes seront logiquement les 2 dernières figurines qui mourront de mon armée, normalement. Et la mort bondissante a cette faculté de retourner en réserve. Donc tout ça mis bout à bout fait que prendre l'assassinat peut être un énorme piège. Et c'est entre guillemets, je le dis, je dévoile mon jeu. Qu'est-ce que je suis bête. Mais en gros, c'est très tentant de se dire, il y a les personnages, je vais essayer de les tuer, il y a 16 points, c'est juteux. Mais ouais, mais en fait, faut pas. Faut pas, parce que si vous perdez la partie, vous avez marqué 3 ou 6 peut-être d'assassinat. Si vous la gagnez, vous marquerez probablement entre 9 et 12, ou 13 peut-être, en fonction de si le prince meurt. Ce qui fait un secondaire acceptable dans le cas d'un adversaire qui me rase. Maintenant, on va être honnête, si mon adversaire m'a rasé, c'est pas ces 3-4 points d'assassinat qu'il aura gratté de plus qui changera la partie. C'est pour ça que l'assassinat, c'est plus un piège en fait. C'est clairement la personne, t'as combien de personnages ? J'en ai 4. Ah, tu lui donnes 16 points. Ouais. Et ben en fait, le gars va être tenté de vouloir prendre ça. Et en fait, s'il ne connaît pas la structure de ma liste, s'il ne connaît pas bien le tyrannide, ben en fait, il est très très probable qu'il mette que 6 points là-dessus. Donc, c'est aussi un petit peu un piège. Abhorrer le sorcier, ça va avec l'assassinat. C'est surtout les 2 neurotropes qui donnent pas mal de points. Donc, si on retire ces 2 neurotropes qui normalement ne meurent pas, on atteint un respectable 6 points, ce qui est parfaitement correct sur une liste un petit peu basée sur le psy. Et le No Prisoner, je suis juste à la limite, je suis à 86, donc je donne 9 points. Voilà, donc globalement c'est assez peu. Donc probablement qu'un adversaire n'ira pas prendre No Prisoner parce que c'est quand même un petit peu risqué. S'il n'arrive pas à détruire les tyrans de garde ou certaines unités de guerriers, ça peut vite dégringoler en termes de scoring. Donc le but c'est de donner
peu de points. Voilà, là il n'y a pas de choix évident pour l'adversaire. Il y en a certains qui paraissent peut-être évidents, mais comme pour l'assista ou le culte, ces choix-là sont vraiment juteux que quand vous rasez l'adversaire. Donc si vous n'êtes pas certain de le faire, face à Malice, c'est une mauvaise idée de prendre les personnages. Donc maintenant qu'on a vu les secondaires qui pourraient potentiellement être pris et l'objectif de la liste qui est de rendre ces choix plus compliqués, on va passer au choix de mes secondaires à moi. Alors, c'est une liste qui, du coup, clairement a perdu un petit peu en termes de facilité de scoring, puisque je joue avec moins de figurines, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Il faut faire la même chose avec moins de ressources, donc forcément c'est plus difficile. Maintenant, la liste garde des appétences assez solides pour faire tout ce qui est secondaire psy. Notamment le Warp Ritual avec le Broodlord ou l'interrogation mentale. Il y a pareil, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais mon prince a l'horreur. Pourquoi a-t-il l'horreur? Parce que mon prince, vous voyez, il a soit la possibilité de lancer 2 smites, soit de lancer le sort Behemoth, ou l'horreur. Et pourquoi je prends ça? Et ben c'est tout simplement pour lancer de l'horreur sur le personnage ennemi qui va recevoir l'interrogation mentale, ce qui me permettra de récupérer plus facilement un PC en ayant soustrait de 2 son commandement. Donc les secondaires psy sont relativement faciles à faire avec cette liste, sachant que le Broodlord maintenant n'est pas structurant dans le soutien de l'armée, donc s'il meurt au tour 2 ou au tour 3, c'est pas gênant, donc je peux me permettre de l'exploser. En plus, avec son infiltration, il a parfois moyen très facilement de faire un rituel dès le tour 1, donc ça, normalement c'est un secondaire qui se fait assez facilement. Ensuite, j'ai aussi une liste qui permet de faire les bannières relativement facilement. J'ai des unités qui peuvent se redéployer, enfin en infiltration en tout cas, des unités qui bougent vite. J'ai beaucoup d'unités qui ne tirent pas, donc ils peuvent, pendant qu'elles sont encore au chaud derrière un couvert, faire des actions de type bannière. Donc ça, c'est des options qui sont faisables. Ensuite, j'ai évidemment les secondaires type festin crânien que j'aime beaucoup, parce que là, du coup, j'ai une armée qui est basée sur le corps à corps. Et donc, en étant basée sur le corps à corps, j'ai cette faculté de tuer quand même plus facilement les personnages et les sergents d'unités adverses. Donc ça va avoir tendance à bien marcher sur les armées qui commencent à avoir 5-6 sergents et 2-3 personnages de close. Ensuite, il y a toujours la possibilité de faire l'engager sur tous les fronts, avec les Ormagones qui vont du coup bouger 17 et charger. On arrive à passer les 6 pas de la zone d'interdiction au centre de 2 quarts de table. Donc ça me permet assez stablement de marquer entre 8 et 12 points d'engager sur tous les fronts sur ce genre de partie. Également, le derrière les lignes ennemies est parfaitement jouable et je vais vous expliquer pourquoi. Et bien déjà, les Ormagones. Les Ormagones, vous voyez, ils bougent de 17, ils peuvent faire un peeling de 6 pas et un conso de 3 pas, et après derrière ils peuvent même invasion. Donc entre guillemets, si quelqu'un met quelque chose dans l'interland à une dizaine de pas de sa zone de déploiement, il y a toutes les chances que à la fin de ma conso et de mon invasion, je sois dans sa zone de déploiement avec une unité troupe. Et donc je pourrais récupérer mon PC que j'ai utilisé pour faire invasion, et en plus de ça, j'aurais marqué 3 points. L'autre petite astuce, c'est que j'ai 2 unités qui peuvent, même 3 finalement, qui peuvent se redéployer. Qu'est-ce que j'entends par se redéployer? Le Lictor, donc le Death Sleeper, a la possibilité à la fin d'une phase de combat, à la fin d'un tour même plutôt, de repartir en réserve. Et ça, c'est très bien au tour 3 ou au tour 4, quand vous n'avez plus vraiment l'utilité, ou alors qu'il est exposé et qu'il va mourir. Plutôt que le laisser bêtement mourir, vous pouvez le renvoyer en réserve au tour 3, et au tour 4, vous le ferez revenir dans la zone de déploiement adverse, ce qui vous permet de marquer vos 3 points supplémentaires. Vous êtes déjà quasiment à 9-10 points sur la behind the enemy line. Enfin, au tour 5, souvent quand le tour 5 est souvent un tour rapide, et en tyrannide, il ne faut pas du tout oublier que si vous n'avez plus besoin de votre neurotrope parce que vous jouez en dernier, ou que globalement vous avez lancé les sorts qu'il vous fallait, vous pouvez parfaitement retirer un neurotrope de la partie avec le stratagème qui s'appelle encerclez-les. Vous allez renvoyer ce neurotrope en FEP, et du coup, au tour 5, il reviendra dans la zone de déploiement adverse, qui vous permettra de rescorer vos 3 points. Donc en fait, avec 2 PC, vous êtes quasiment assuré de scorer 10 points de derrière les lignes ennemies. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça vous débloque un secondaire que l'on n'avait pas avant. Donc en fait, si vous avez bien suivi, en début de partie, vous allez chercher à faire vos 6 points avec les Ormagones, et enfin, en deuxième partie de partie, vous assurez vos autres 6 points avec le Death Sleeper ou avec le Neurotrope.
Évidemment, la liste est orientée vers le corps à corps, donc sur certaines armées, vous allez vouloir aller vers lui. Donc en plus, ça va vous pousser à développer le style de jeu que vous voulez. Donc voilà, globalement, on en est à peu près à ça, sur la construction de ma liste. J'en suis à une dizaine, entre 10 et 15 parties, avec cette liste-là, ou des variantes. En tout cas, une dizaine de parties qui m'ont permis de pondre cette liste-là. Et globalement, j'en suis très satisfaite là, à l'heure actuelle. Je trouve que le passage d'un second prince à un broodlord est vraiment une plus-value intéressante. Parce que je me suis vraiment aperçu que le prince n'était pas si létal que ça, à partir du moment où on ne lui mettait pas des reliques ou des traits. Et je trouve que l'ajout de ce deuxième neurotrope, qui est plus dévolu à la létalité, me donne aussi un avantage. Je retrouve entre guillemets une phase de magie un petit peu létale, ce que je n'avais plus en fait quand je jouais 2 princes et un neurotrope. Parce qu'en fait, vous avez vos sorts de bonus ou de malédiction, et vous ne pouvez pas les lancer parce que vous n'avez pas assez de slots, donc vous ne faites plus assez de BM après. Vous lancez vos sorts habituels, déferlante, catalyseur, le sort de flotte-ruche, par exemple le paroxysme. Voilà, vous avez déjà 4 slots de sorts qui sont lancés, il vous en reste plus que 1 ou 2, et souvent ce smite ou ce hurlement psy, vous n'allez pas avoir moyen de le lancer efficacement. Là, avec un neurotrope qui est dévolu à ça, je trouve que ça a tendance à mieux marcher. Et c'est aussi, dans le cadre d'une partie qui se passe mal, une possibilité supplémentaire pour le soustraire du champ de bataille, le faire revenir au moment opportun dans la zone de déploiement pour scorer, engager sur tous les fronts ou derrière les lignes ennemies, ce genre de choses. Voilà pour ça. Donc, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me poster vos listes à vous pour qu'on puisse en discuter. Si vous avez des questions sur ma liste, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on pourra en discuter. Au niveau des prochaines échéances, j'ai un tournoi TTS en cours et je joue avec cette liste-là, et je vais faire le Paris Grand Tournament qui va prendre place au French Wargame Café le 18-19 février, je crois. Donc c'est un tournoi sur 5 rondes qui va compter dans la ligue solo de la FEC. Donc je vais y aller en tyrannide et voir un peu ce que ça donne. Et le retour de ce tournoi fera l'objet d'une vidéo pour vous présenter les 5 matchs que j'aurai eu au cours de ce tournoi. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde.